Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Arnaud de Moissac, je suis le CEO de DC Brain et je suis ravi d'animer aujourd'hui un Brain Up un peu particulier, un peu différent des autres, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques-uns de nos fidèles dans la connectés. Donc aujourd'hui, on va avoir un focus assez techno, voire même réglementation, parce qu'on va parler de la réglementation de l'intelligence artificielle au travers d'un règlement qui est en train de se mettre en place en Europe qui s'appelle l'AI Act. Donc ce qu'on va couvrir en gros, c'est à quoi sert l'AI Act, quels sont les risques réglementaires quand on l'applique à la supply chain et comment est-ce qu'on va être capable de s'y préparer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'y préparer. Et pour répondre à ces questions, je suis ravi d'avoir à côté de nous Gwendal Bihan. Bonjour Gwendal. Bonjour. Donc Gwendal, donc toi tu es le CEO et le fondateur d'Actionam, mais tu es également le vice-président de l'association Impact AI, donc association que je connais bien, parce que je suis également membre du conseil d'administration. Et est-ce que tu peux du coup en dire un peu plus pour les participants? Oui, donc en effet, moi je suis vice-président d'Impactia en charge du coup de l'IA responsable et je dirige Actionable et on est un cabinet de conseil spécialisé du coup sur les sujets d'IA responsable et donc en particulier la gestion des risques et ce qui va avec quoi. Ok, top. Merci Gwendal. Et donc sans plus attendre, on va passer à la revue de presse. Jingle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour un sujet aussi technique, ça commence à être plutôt bien traité dans les médias. Donc on va regarder plusieurs articles, hein. Le premier, c'est au-delà même d'un article, c'est l'interview sur France Inter du commissaire Thierry Breton. Donc c'est une interview qui date d'avril, hein, donc c'est assez récent, du tout début avril. Et donc France Inter a reçu Thierry Breton le 1er avril, donc c'était pas une blague, c'est un sujet très sérieux. Et en fait, globalement, ils sont beaucoup revenus sur un sujet qu'on va bien aborder aujourd'hui, qui sont les différents niveaux de protection face à l'intelligence artificielle. Donc il y a 4 niveaux de protection, hein: interdit, haut risque, moyen risque et les systèmes autorisés. Et le but de tout ça est de garantir la sécurité et les droits des utilisateurs. Donc évidemment, Thierry Breton était ravi de dire que l'Europe était le premier à réglementer, que ça avait été fait dans un temps extrêmement court, et que c'est un véritable exploit de l'avoir fait. On va voir que c'est un peu plus nuancé que ça reste néanmoins quelque chose de très intéressant mis en place par l'Europe, et d'ailleurs ça fait penser à ce qui a été fait sur le RGPD. En fait, la vérité, c'est qu'avec l'arrivée d'outils comme ChatGPT, en fait, c'est un sujet qui est devenu très très hype et très très chaud, alors que c'était pas forcément le cas en début d'année pour la majorité des gens. Quand on regarde maintenant le deuxième article de cette revue de presse, donc ça vient de chez Reuters, qui montrait en fait l'inquiétude des législateurs européens face à l'IA. Encore une fois, ce qui change, hein, c'est un article qui date du 17 avril. Ce qui change, c'est qu'on pensait finalement être dans les temps dans la réglementation d'IA, que voilà, on avait encore quelques années pour voir venir. Et l'arrivée des IA génératives a rebattu les cartes. Il y a une vraie prise de conscience que ça allait beaucoup plus vite que prévu, que c'était même en train de s'accélérer. On dit que voilà, c'est des déploiements exponentiels. Du coup, tout le monde commence à se dire que vu que ça se développe beaucoup plus vite que prévu, il va sans doute falloir réglementer également plus vite que prévu. Alors dans cet article, on voit que les législateurs européens ne sont pas aussi alarmistes que ce que vous avez peut-être pu voir dans la fameuse lettre ouverte signée par entre autres Elon Musk, qui appelait à une pause de 6 mois. On a vu qu'il y avait des petites arrière-pensées commerciales derrière tout ça, mais néanmoins, ça enfonce le clou sur le besoin de réglementation de l'IA. Notamment pour promouvoir une utilisation responsable de cette techno. Quand on passe sur le troisième article, donc c'est un article de l'Express, hein, c'est toujours intéressant également de voir que dans des journaux grand public, on aborde ces sujets-là. On retrouve ce que je vous disais lors du premier article, qui est que, en fait, la législation autour de l'AI Act, c'est quand même pas mal une usine à gaz. Beaucoup de gens, en fait, du domaine disent que le problème, c'est que la réglementation est faite par des juristes et pas par des spécialistes de l'IA, et qu'en gros, il y a un vrai risque perçu chez les acteurs de l'IA, hein, c'est des choses qu'on voit avec Gwendal chez Impact AI, de finalement
trop brider les acteurs de l'IA en Europe et de les faire partir vers les États-Unis, par exemple. Ce qui ferait que ça ne va rien régler du tout, ça va juste faire partir les talents. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que aujourd'hui, avec les IA génératives, même aux États-Unis, on commence à parler de réglementation. Et si on reprend d'ailleurs le précédent du RGPD, à l'époque, on disait déjà ça du RGPD, et finalement, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître un peu partout. Donc on voit vraiment, il y a des sujets très intéressants au-delà de la réglementation, de la responsabilité. On parle de plus en plus de droits fondamentaux, de gestion des risques, de responsabilisation, d'audit des systèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement intéressant. Et voilà, donc ça nous fait arriver sur notre sujet qui est comment en fait il faut, nous Européens et nous entreprises, se positionner face à l'AI Act. Quel va être l'impact pour la supply chain? Et donc on va passer la main à Gwendal pour entrer dans le vif du sujet. Et je crois qu'on envoie le jingle. Merci Arnaud pour cette introduction. Peut-être pour compléter ce qu'il faut comprendre sur l'arrivée de ce futur règlement, c'est un peu ce qui sous-tend, c'est pourquoi l'Europe veut se positionner là-dessus. C'est vraiment cette notion de risque et d'équilibre entre le risque et les bénéfices. Et parce que l'IA fait face à un paradoxe aujourd'hui, et je pense qu'avec l'avènement des IA génératives, on le voit se matérialiser, avec d'un côté des opportunités d'innovation, alors, bon, plus ou moins utiles pour certaines, mais en tout cas des capacités à faire des choses nouvelles, et d'un autre côté un certain nombre de risques qui peuvent être du coup assez conséquents sur des droits très fondamentaux, que ce soit sur de la démocratie, sur de l'accès au crédit, même sur des infrastructures critiques. Et donc c'est vraiment cette notion de juste équilibre qu'essaie de trouver en fait du coup aujourd'hui l'Europe sur cette notion d'AI Act, et un peu plus concrètement ce qui sous-tend derrière, c'est de vraiment veiller à respecter déjà les réglementations en matière de droits fondamentaux et de valeurs de l'Union. Donc ça c'est un point important. Aussi d'offrir un cadre qui offre une certaine sécurité et stabilité juridique pour faciliter les investissements. Donc, on peut discuter en effet, est-ce qu'un cadre juridique est un frein ou à l'inverse un accélérateur? Il y a aussi des avantages à avoir un cadre, ça veut dire qu'on a de la visibilité sur comment va évoluer les choses, et également de faciliter et de normaliser un peu l'accès au marché unique. C'est quand même 300 millions de consommateurs en Europe, et donc d'accélérer un peu le développement de l'IA sur le marché commun, à la fois pour des acteurs à l'intérieur de l'Europe, mais également pour des acteurs étrangers. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc là, on reprend un petit peu le cheminement de ce texte qui a commencé, on va dire 2016, 2017, avec au début assez classiquement des livres blancs, des questionnaires, des groupes d'experts. Donc ça fait quand même déjà 5-6 ans que le sujet commence à être sur la table. Et ce qui a vraiment changé, c'est le 21 avril 2021 où du coup on arrive à un stade de maturité un peu plus important avec ce projet de réglementation du coup et un parti pris qui est celui d'une approche par les risques. Et donc cette approche par les risques, c'est vraiment la colonne vertébrale du futur règlement. Il n'y a plus trop de débat aujourd'hui sur est-ce que ce règlement va arriver. Il y a plutôt une question du comment et du quand. Et donc, ce projet de règlement de l'IA, donc, qui s'appelle AI Act, il continue son chemin du coup législatif avec ce qu'on appelle maintenant le trilogue dans le jargon de l'Europe, avec du coup des passages entre la Commission, le Parlement et le Conseil, et chacun y allant du coup de ses amendements, de ses propositions d'ajustement, etc. Et il y a aussi forcément beaucoup de discussions en cours avec les acteurs du monde économique, les ONG qui vont défendre les droits fondamentaux, et cette volonté de trouver au maximum des compromis entre
la défense des droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens de l'Union et d'un autre côté, les intérêts économiques qui sont aussi bien sûr légitimes et la volonté de ne pas casser l'innovation comme ça a été dit précédemment. Et donc ce système de gestion par des risques, il se matérialise concrètement par 4 grandes catégories. À gauche, vous avez ce qui est considéré comme des IA non grata. Donc l'Union dit ou est sur le point de dire ça c'est non. Donc typiquement la manipulation du comportement humain, le fichage un peu de masse, etc. Tout ça, l'Union dit c'est non, on n'en veut pas sur notre territoire. À noter qu'ont été exclus ou font l'objet un peu d'une exception les traitements à des fins militaires et de lutte contre le terrorisme, qui étaient initialement du coup inclus dans le règlement. Donc là-dessus, il y a déjà des ajustements qui ont été faits sur le deuxième semestre de l'année dernière. Tout à droite, à l'inverse, vous avez du coup une IA qui va détecter des chats. On estime que c'est un risque minimal, donc on va pas trop embêter les créateurs. Et au milieu, c'est là où tout va se jouer. Vous avez la catégorie numéro 3 qui est jugée à haut risque. Et donc, on le verra par la suite sur les cas d'application, mais beaucoup de cas d'application vont tomber dans cette catégorie-là, avec du coup des obligations et process qui vont être quand même possiblement assez stricts. Et donc, tout le jeu en ce moment, ça va être de trouver un compromis sur quelles vont être vraiment ces obligations-là et quel secteur d'activité et ou cas d'application de l'IA vont être concernés. Et donc, bien sûr, les acteurs économiques vont essayer de faire en sorte que leur secteur d'activité ou leur cas d'usage retombe plutôt dans la catégorie 2, qui sont des risques limités et où on va être plutôt sur une obligation de transparence et des contrôles ex post, alors que sur les risques numéro 3, il y aura possiblement des obligations avant la mise en production ou le déploiement de l'IA, de déclaration et ou de certification de ces IA avant qu'elles puissent être déployées. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et donc, cette échelle, a priori, elle bougera pas. Par contre, ce qui va être dans telle ou telle catégorie, c'est là où il y a encore des ajustements qui sont en cours. Les IA génératives, comme ça a été dit en introduction, elles viennent percuter un petit peu cet agenda. Elles viennent aussi légitimer du coup les travaux de l'Union, parce que concrètement, ce qui se matérialise, c'est des risques qui sont quand même pour certains inacceptables, parce qu'on voit par exemple un mauvais usage ou un mésusage des IA génératives qui peuvent avoir des impacts très forts sur la démocratie, également des sujets qui étaient mal couverts par le règlement autour de la propriété intellectuelle, qui avaient été assez peu identifiés jusqu'ici, qui remontent sur le haut de la pile, parce que concrètement, une IA générative, elle va se nourrir de textes, d'images, de vidéos, etc., qui très souvent sont protégés par du droit d'auteur. Et donc ça, c'était mal cadré. Et donc du coup, là, un peu dans l'urgence, la Commission et les eurodéputés, du coup, se saisissent de la question et amendent le règlement dans ce sens-là, et réfléchissent à possiblement catégoriser un peu par conception tout ce qui est IA générative comme étant des IA à haut risque, également parce que en termes de garantie de transparence, aujourd'hui, un certain nombre d'IA génératives sont pas forcément à l'état de l'art. C'est pas le cas pour toutes, mais voilà. Donc, sur les IA génératives, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des risques et que du coup, il y a nécessité de les encadrer. Justement pour peut-être vous partager quelques conseils un petit peu pratiques. Donc là, j'ai repris un travail qu'on a fait au sein du collectif Impactia, qui regroupe du coup un certain nombre d'entreprises, d'organisations, de startups, dont Arnaud et moi, on est membres et administrateurs, où on a du coup synthétisé un peu les 10 commandements pour se préparer. Alors, partant d'un constat, c'est ça va arriver, donc attendez pas que le règlement arrive en application d'ici 2-3 ans, au risque de vivre ou de revivre un peu un traumatisme, que ça a pu être le cas pour certains sur le RGPD. Préparez-vous dès maintenant. Donc premier sujet, c'est déjà de choisir une définition sur l'IA. Ça paraît tout bête, mais la définition, elle est encore peut-être un petit peu en train de bouger. Posez une définition ou prenez celle de l'OCDE. Voilà. Comme ça permet de faire quoi? Ce qui suit, c'est déjà de comprendre dans mon organisation, dans mon entreprise, où j'ai de l'IA.
Et c'est pas toujours très simple, parce que autant c'est assez clair quand l'IA a été construite à l'intérieur de l'entreprise. Par contre, il y a souvent de l'IA qui se cache dans les solutions que vous utilisez, à la fois pour votre cœur de métier dans la supply chain ou en bureautique. Donc, dresser cet inventaire-là, sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Ça, c'est vraiment le maître mot de comprendre, parce que avant d'être une révolution technologique, c'est aussi et surtout un peu une révolution culturelle. Euh, Mettez en place un système de gestion des risques et, euh, et identifier les risques spécifiques à chacun des systèmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer pour des IA qui sont peu risqués des processus qui seraient des usines à gaz. Donc, il faut bien sûr se concentrer là où on a le plus de risques. Et si certains ou certaines d'entre vous avaient déjà des stocks volumiques d'IA en production, bah, faut définir un peu une trajectoire pour mettre en conformité ces stocks. On a certaines entreprises qui ont déjà plusieurs centaines de modèles d'IA en production. Bah, il y a un sujet de les mettre aux normes. Mettre en place et contrôler l'usage et les bonnes pratiques au fil de l'eau, former, voilà. Après la sensibilisation, bah, faut aller un petit peu plus loin. Comme on l'a dit, le texte va encore un peu évoluer et les technologies aussi, donc bah, c'est important de faire de la veille. Et le dernier point, je vous invite vraiment à comprendre et à suivre ce qui s'en vient en termes de normes, de certification et de labels, qui sont des réponses aussi très opérationnelles. Aujourd'hui, on a des certifications et des labellisations qui donnent des recommandations très, très concrètes sur l'ensemble du cycle de vie d'une IA, qui sont aussi possiblement des choses que vous pouvez mettre dans vos cahiers des charges quand vous choisissez une solution, pardon. Et donc, c'est au-delà de comprendre ce que dit le texte, bah, c'est aussi important en face de mettre des outils un peu pratiques, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire en synthèse. Euh, Avant de rendre la main à Arnaud, je ne sais pas si on a des questions auxquelles il faudrait répondre. Alors, je vais peut-être en profiter pour rappeler que vous avez également une section sondage, hein, donc comme d'habitude, on lance des sondages en parallèle des interventions, ce qui permet ensuite pour nous de réagir sur les tendances. Vous avez un onglet spécial pour ça. Et en termes de questions, alors, en attendant faut que j'accède au truc, mais peut-être Gwendal, moi j'ai une première question pour toi. Donc toi, tu accompagnes pas mal d'entreprises sur ces sujets-là. C'est quoi un peu le niveau de maturité que tu vois chez les gens que tu accompagnes? Alors, ma réponse est un peu biaisée, s'agissant en plus d'IA. C'est-à-dire que les entreprises qu'on accompagne, c'est très souvent des entreprises qui ont déjà un certain niveau de maturité en termes d'IA. Et du coup, parce qu'elles ont des IA en production, elles se disent, il faut que je me prépare dès maintenant. Néanmoins, quand on fait par exemple des audits de maturité et des audits euh, par rapport au futur règlement, on voit qu'aucune des entreprises ne serait déjà alignée et conforme au futur règlement. Il y a toujours des gaps en fait à combler, c'est systématique. On l'a fait beaucoup pour des banques assureurs, des acteurs de l'industrie, du nucléaire, etc. Et notamment parce que l'IA s'est construite dans les entreprises, d'abord un peu dans les labs, puis ensuite après quand c'est mis en production, ça part à la DSI, etc. Et donc souvent il y a des problèmes de traçabilité. On comprend pas très bien pourquoi tel ou tel choix ont été faits, c'est pas très bien documenté. Et là-dessus, il y a beaucoup d'exigences en fait en termes de traçabilité et d'auditabilité, parce que concrètement, il faut pouvoir rejouer un incident s'il y a un problème qui se passe en fait avec une IA. Et ça demande du coup d'avoir en place un certain nombre de processus. Et c'est souvent là-dessus qu'on voit des trous. Et après, je pense que pour le reste des entreprises, celles qui utilisent pas encore l'IA, je pense qu'elles sont encore très loin de ça. Après, il y a aussi une opportunité de se mettre tout de suite sur les bonnes pratiques, quoi. Mhm. Ok. Et alors on a vu que le RGPD, ce qui a fait pas mal bouger, c'est la peur du gendarme, hein, parce qu'en fait, il y avait une sanction assez lourde, une sanction potentielle assez lourde. Est-ce que tu peux rappeler un peu les sanctions, les organismes de contrôle? Est-ce que ça va être aussi la CNIL qui joue un rôle assez important enfin, dans l'aide à l'application du RGPD, pas forcément dans le côté sanction, mais
Oui, donc forcément, ça fait en effet, bouger les choses, hein. On voit qu'il y a un avant et un après 21 avril, 2021. C'est de l'ordre de 4 du chiffre d'affaires pour l'instant, ce qui est mis sur la table. C'est la même chose que pour le RGPD. Ce sera en effet, la CNIL qui jouera un rôle. Contrairement, enfin, ou à la différence du RGPD, il y aura un rôle plus important, de la part des organismes de certification. Et par ailleurs, il y a une notion de un peu de sandbox, donc c'est un peu technique, mais en gros un peu de bac à sable pour permettre aux industriels de prétester leurs solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, et donc qui sera aussi possiblement déployé avec du coup les organismes de régulation. Ok. Alors, est-ce qu'on a déjà des résultats de sondage? C'est peut-être encore un peu tôt. Euh, donc, avez-vous déjà entendu parler de l'AI Act? On a 20 votes, hein, c'est pas mal du tout. Ben, c'est moitié-moitié. Donc, je suis presque étonné qu'il y ait autant de gens qui aient entendu parler de l'AI Act. En même temps, il doit y avoir un biais, puisque si vous êtes présent à ce Brain Up, c'est sans doute que vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que vous vous sentez concerné par le sujet? Et ben, la majorité des gens nous répondent que oui. D'autres, je ne sais pas, ce qui m'étonne pas parce que c'est quand même un sujet un peu technique, comme on vient de le voir avec Gwendal, et on a un nom. Peut-être une dernière réaction avant de passer à la partie plus supply. Je trouve ça assez intéressant on a évidemment parlé des IA génératives parce que c'est ça qui a fait rentrer quelque part le sujet au journal de 20 heures. Mais en fait, quand tu décris les différents niveaux de risque, notamment les IA interdites, on se rend compte que quoi qu'on en dise, c'est pas forcément les IA les plus dangereuses et les plus impactantes. Euh, Peut-être est-ce que tu peux rappeler quelques cas d'usage d'IA interdite et de revenir. Alors c'est évidemment on pense tous à des séries comme Black Mirror ou des choses comme ça, mais on voit qu'il y a des cas concrets, enfin très très concrets même. Par exemple, ce qui est fait en Chine sur le score social, et du coup qui s'appuie sur de la collecte et de l'analyse en masse de données des populations, avec derrière du coup des impacts très forts sur l'accès aux droits, etc. Voilà, ça c'est clairement ce qui était visé par la commission. Et donc Mm. ça, la commission veut absolument l'éviter. Et tout ce qui va être vraiment de l'ordre de la manipulation des personnes, c'est en particulier là-dessus que repose en fait cette catégorie 4. Voilà. Mm. Ok. Bon, voilà, c'est intéressant de voir que c'est pas juste une volonté de réguler pour réguler comme on l'entend parfois, mais il y a des vrais sujets sociétaux extrêmement importants. Et c'est vrai que c'est une bonne chose que l'Europe se positionne dessus. Alors, si on n'a pas d'autres questions, je regarde en même temps. Eh ben, je vous propose de passer à la deuxième partie dont je vais m'occuper, qui va être comment est-ce que ça pourrait s'appliquer au monde de la supply. Jingle. Donc on a vu le cadre avec Gwendal, hein, d'où ça vient, comment c'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on va être impacté côté supply par cet AI Act et par tout ce qui en découle en termes de process. Donc, quand on reprend les 10 bonnes pratiques dont parlait Gwendal, la première, c'était la définition de l'IA. Effectivement, c'est extrêmement important. Si on ne sait pas de quoi on parle, ça va être compliqué d'agir dessus. Donc, ce que nous dit la CNIL et la Commission européenne, alors Gwendal parlait de l'OCDE, la définition va un peu converger, hein. Donc, on a deux parlements qui nous parlent de quelque chose de relativement générique, hein, reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification, la créativité. Mais quand on regarde ce que nous dit la Commission européenne, c'est beaucoup plus précis. Donc on va retrouver l'apprentissage automatique, la logique, les connaissances et les méthodes de recherche et d'optimisation. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que il y a un peu deux grandes familles d'IA.
derrière ça. Celle à laquelle on pense tout de suite, c'est tout ce qu'il y a derrière le machine learning et les deep learning. Donc, au niveau de la supply, on va retomber dans les prévisions de vente, du scoring fournisseur, pourquoi pas de la computer vision qui permet maintenant d'utiliser une caméra pour faire des inventaires automatiques ou des choses comme ça. Mais également, on le voit, ça parle bien de recherche et d'optimisation, que finalement, les optimiseurs, qui sont beaucoup utilisés dans le monde de la supply depuis longtemps, sont également, enfin, font partie de cette définition de l'intelligence artificielle. Donc les optimisations de tournée, par exemple, l'optimisation de picking dans les entrepôts, ce genre de choses. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on sait tous que dans la supply, la partie machine learning, il y a eu pas mal de promesses de fait et pas forcément beaucoup de cas très concrets de mise en œuvre. Par contre, tout ce qui est optimisation, ça, on en consomme énormément et depuis longtemps dans la supply et c'est quelque chose, ça c'est un truc qu'on connaît bien chez DC Brain, mais qui est vraiment en train de changer la façon de travailler des gens. Donc, on voit directement que c'est pas que des trucs de d'IA générative, de computer vision, de choses comme ça, mais il y a des choses très concrètes et très métiers qui sont inclus en fait dans ces définitions. Du coup, si on reprend les différents niveaux de risque, on a vu, hein, je pense que vous l'avez en tête maintenant, que le niveau de risque qui va vraiment nous intéresser, c'est les IA à haut risque, hein. Il y a peu de risque 4 dans la supply. Les risques 2 et 1, finalement, on a moins de choses à faire dessus. Ce dont il faut vraiment se préoccuper, c'est le niveau 3. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans le texte, la fameuse annexe 3, c'est comme ça qu'il s'appelle, et voir ce qu'on pouvait récupérer de cette annexe 3 qui pourrait concerner la supply. Donc par exemple, il y a une catégorie qui c'est l'identification biométrique et la catégorisation de personnes physiques. Et plus précisément, ce que nous dit le texte, c'est les systèmes d'IA destinés à être utilisés pour l'identification biométrique à distance, en temps réel a posteriori, des personnes physiques. Bon, vous voyez qu'on a de plus en plus on fait de plus en plus appel à ce type de techno dans certains entrepôts et dans certaines parties du business. La gestion et exploitation des personnes physiques, pardon, donc système d'IA destiné à être utilisé en tant que composant de sécurité dans la gestion et l'exploration et l'exploitation pardon du trafic routier. Donc bah, voilà, c'est des choses que nous on manipule. Et puis dans la fourniture d'eau, de gaz, de chauffage et d'électricité. Alors ça paraît plus indirect, néanmoins potentiellement du business de supply, de logistique ou de transport qui est attaché à, je sais pas, des entreprises qui font du gaz ou de l'électricité, enfin des infrastructures de gaz et d'électricité, ça pourrait être impacté. Pareil, il y a un gros flou sur, on va se mettre à utiliser de plus en plus de camions électriques et des camions à hydrogène. Il va falloir y associer des infrastructures. Qui va les gérer? Est-ce qu'on va mettre de l'IA dedans? Voilà, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui pourrait rentrer. Alors le troisième, c'est celui qui est sans doute le plus en direct avec ce qu'on fait déjà aujourd'hui, donc emploi, gestion de la main-d'œuvre et accès à l'emploi indépendant. Donc là, on va retrouver du recrutement et de l'évaluation des personnes. Donc, on n'utilise pas déjà l'IA en supply ou peu pour faire ça, mais assez rapidement, les systèmes qu'on utilise pourraient être enrichis à base d'IA qui font ça. Donc un gros warning là-dessus. Et puis, on voit que il y a également l'IA destinée à être utilisée pour l'attribution des tâches et l'évaluation des performances et du comportement. Alors pareil, le texte, comme disait Gwendal, il y a encore pas mal de précisions à y apporter, mais l'attribution des tâches, bah, typiquement, quand on fait de l'optimisation de picking ou de tournée ou de plan de transport, en fait, on a bien des IA qui attribuent des tâches. Est-ce que ça sera du coup compris dans les systèmes à haut risque ou pas? En tout cas, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil dessus et quand on va se mettre à moderniser les systèmes d'optimisation et à déployer des systèmes basés sur l'IA, comme ce qu'on fait chez DCBrain, bah, c'est quelque chose que nous on regarde de très près. Du coup, si on prend un peu une supply type, hein, donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est quelque chose d'assez classique. C'est une supply évidemment sous contrainte aujourd'hui, hein. On a des fournisseurs, on a un étage de transformation, on a des entrepôts, on a des clients, on a du transport, on a des tournées, on a de la demande client, on a de l'alerting, on a évidemment des interactions avec nos clients et nos fournisseurs, et puis on a des ressources humaines. Donc, où est-ce qu'on va trouver potentiellement de l'IA et comment serait classifiée cette IA? Bon, alors évidemment, c'est enfin, c'est les cas d'usage et les classifications pardon, des IA,
c'est quelque chose d'assez prospectif, hein. Encore une fois, il y a pas mal de chemin à faire au niveau du texte. C'est des choses sur lesquelles on travaille aussi côté France Supply Chain dans le chantier IA. Donc voilà, c'est un peu une version bêta, mais c'est pour donner un peu une idée de où est-ce qu'on pourrait retrouver des contraintes de ce type. Donc, on voit qu'en fait, tout ce qui est optimisation du transport, optimisation des tournées, optimisation de ce qui se passe à l'intérieur des usines et des entrepôts, et ben là, potentiellement, on pourrait se retrouver à être à haut risque. Je dis potentiellement parce que le texte dit pas exactement ça, mais en même temps, on peut le faire rentrer dans le texte. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir être assez vigilant. Mais dans tous les cas, vu l'impact business et au niveau des personnes que ça peut avoir, de toute façon, les recommandations de contrôle qu'on a sur ces IA au risque seront de toute façon intéressantes à appliquer à ces systèmes. On a également la partie RH, comme je le disais, c'est quelque chose qui est en train d'être modernisé dans la supply, hein, les systèmes pour gérer les ressources humaines, surtout qu'on a des vraies pénuries de ressources humaines aujourd'hui. Ben là, on va tomber typiquement dans la gestion des droits fondamentaux et donc dans les IA au risque. Par contre, l'interaction client-fournisseur, on va potentiellement retrouver de l'aide à la gestion de contrats, du scoring de fournisseurs, ce genre de choses. Là, on serait plutôt au niveau 3. Et sur les choses type alerting, forecast de la demande, forecast des livraisons fournisseurs, ce genre de choses, même si c'est un peu plus sérieux que des vidéos de chat, que du tag des vidéos de chat, ça reste des IA finalement a priori du niveau le plus bas, parce qu'en fait, il n'y a pas d'atteinte en fait aux droits fondamentaux. Voilà, donc comme on le voit, hein, en fait, on est déjà potentiellement impacté par cet acte, et donc il va falloir vraiment faire attention à un, ce qui se passe au niveau de la commission, et deux, comment on les déploie pour éviter de se retrouver avec beaucoup de rattrapage à faire dans 2 ans. Euh, qui est concerné? Quelles sont les exigences? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les utilisateurs d'IA qui sont concernés, bien évidemment. On va retrouver les fournisseurs d'IA, les utilisateurs et les distributeurs également. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, hein, parce que chacun a sa liste de contraintes et d'obligations, mais il faut voir que c'est l'ensemble de l'écosystème qui va être impacté. Donc, également en tant qu'utilisateur et client, il va falloir que vous demandiez à vos fournisseurs et à vos distributeurs ce qu'ils ont mis en place pour être raccord avec le texte. Quel métier? Ben, on l'a vu, hein, il y en a pour la DSI, beaucoup évidemment, mais il y en a aussi pour les ressources humaines et il y en a également pour les opérationnels. Donc c'est pas que un sujet de DSI. Hein, c'est quelque chose qu'on aime bien faire dans la supply, c'est dire c'est bon, le DSI va gérer. Eh ben non, oui, enfin le DSI devra gérer, mais il va pas gérer tout seul. Et en termes d'exigence, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que ce que demande la commission à ces IA à haut risque, c'est d'être industriel et contrôlé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA qui sont déployées, qui le sont de façon encore un peu en mode pilote. Tout ce qu'on appelle du MLOps qui vise justement à industrialiser le déploiement de l'IA. Ben en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez peu déployé. On le voit côté France Supply Chain quand on partage tous nos cas d'usage. Il y a très très peu de participants qui ont vraiment déployé ça dans les règles de l'art, avec de la supervision, avec du backup, avec voilà, tout ce qu'il faut comme un bon système d'IT. Et ce qui est intéressant aussi de voir en termes d'exigence, c'est que ça couvre beaucoup de choses. La gestion des risques, la robustesse, il faut qu'il y ait un contrôle par l'humain en continu, il faut qu'il y ait la transparence et l'information des utilisateurs. Là, on va retrouver des choses qu'on avait côté RGPD. Et il faut tenir des registres d'activité, il faut beaucoup de documentation technique, et là, ça devient compliqué, parce que parfois, c'est compliqué de documenter une IA. Et puis, bien évidemment, un gros sujet sur la donnée et la gouvernance des données, qui est quelque chose qui est crucial quand on parle d'IA. Voilà. Alors, on a quelques questions qui sont tombées. Euh, dans une entreprise qui travaille ou qui va travailler sur de l'IA, doit-elle... Alors, évidemment, Gwenda, n'hésite pas à répondre, hein. Doit-elle avoir un référent AI Act, un peu comme un référent RGPD? Quelles seraient les best practices avant de se lancer? Bah, limite, tu veux l'apprendre Oui, oui, alors je peux l'apprendre. Il est, enfin, je pense en effet que c'est important de nommer quelqu'un. Après, c'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant.
c'est comme si vous faisiez reposer tout le RGPD uniquement sur votre DPO. Donc je pense que c'est aussi et surtout important de sensibiliser, tout le monde, tous vos collaborateurs et collaboratrices, pour que ça devienne un peu une routine et qu'après, ces personnes-là puissent aller, s'adresser aux référents. OK. Heu, alors peut-être qu'on peut faire un petit tour du côté des sondages. Alors, avez-vous des logiciels d'optimisation en place ou en cours de déploiement? Heu, globalement oui. Alors je pense qu'en fait et bon, c'est un peu mitigé, mais c'est 57 de oui. Je pense que ça dépend de ce qu'on va appeler comme optimisation. C'est-à-dire que, généralement, rien que dans les entrepôts, par exemple, le picking est plutôt bien optimisé. On va retrouver aussi pas mal d'optimiseurs de tournée, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de maturité là-dessus et c'est souvent lié, en fait, au sujet des données. Ce qui veut dire que, alors du coup, je commente un peu la question, mais enfin le sondage, hem, les les logiciels d'optimisation tels qu'ils sont déployés aujourd'hui ne seraient pas forcément concernés par les AI Act parce que ils seraient un peu trop, basiques, hein, ce qui est pas, péjoratif, hein, mais voilà, c'est un premier niveau de complexité. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui veulent, passer à l'étape d'après pour aller chercher beaucoup plus de gains, beaucoup plus d'optimisation. L'optimisation est également fortement tirée par tout ce qui est, décarbonation de la supply. Donc ça, c'est évidemment un sujet crucial en ce moment et la plupart des acteurs de la supply se rendent transporteurs ou chargeurs, hein, se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à décarboner sans optimiser. Et là, on a un risque de tomber du coup dans les sujets bizarrement à haut risque. Utilisez-vous des algorithmes pour traiter les sujets RH? Alors on a quand même 63% des gens qui nous disent qu'ils utilisent déjà des algorithmes pour traiter les sujets RH. Ce qui m'étonne pas tant que ça, parce que quand on a beaucoup de personnes à gérer, généralement, on fait appel à des algorithmes. Bon, bah là, du coup, on est potentiellement en plein dedans, hein. Ça dépend ce qu'on fait et l'utilisation qu'on en a des algorithmes, mais c'est tout de suite les sujets sensibles, les sujets RH. Utilisez-vous des algorithmes pour gérer vos fournisseurs? Bah, 71% disent non et 2% disent oui. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs cas d'utilisation d'algorithmes pour gérer les fournisseurs. On voit beaucoup d'algorithmes pour gérer les fournisseurs dans tout ce qui est freight forwarding, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contractualisation tout le long en fait, du transport et de la supply. Par contre, effectivement, dans tout ce qui est scoring de la fiabilité du fournisseur, travail sur les contrats, et cetera. Il y a une grosse marge de progression, sur ces sujets. Bah, je pense qu'on a fait le tour des sondages. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui ont été posées? Non. Peut-être, Gwendal, pour toi, les prochaines étapes, importantes, du côté de l'avancement de l'AI Act, si, on devait donner un peu des jalons aux personnes qui nous écoutent? Alors, le calendrier a été un peu bousculé Ouais. par les IA génératives. Enfin, néanmoins, on va dire le chemin était déjà balisé, il est juste un peu accéléré. L'objectif est que d'ici la fin de l'année, enfin l'objectif qui est fixé, hein, c'est que d'ici la fin de l'année, le texte soit validé et ensuite, bah, il rentre en application progressivement dans les pays, quoi, dans les pays de l'Union. Donc c'est pour ça qu'on table aujourd'hui sur encore, allez, entre 12-18 au plus court et vraisemblablement plutôt 24-36 mois avant vraiment son entrée en application. OK. Est-ce que, un des conseils qu'on pourrait donner, aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on voit dans les exigences, il y a un vrai sujet sur la gouvernance des données, Mmh. pour voilà, pour rencontrer pas mal de gens sur ce sujet dans la supply. Il y a, alors j'ai un peu caricaturé, mais il y a un vrai sujet de maturité, du monde de la supply, en fait, là-dessus. Alors pas que du monde de la supply, hein, plus généralement des métiers, industriels. Est-ce qu'un conseil, c'est pas de commencer,
par se renforcer sur la partie gouvernance de la donnée pour arriver à la gouvernance des algorithmes, puis pour arriver en fait à la gouvernance globale de comment l'IA est déployée dans l'entreprise. Oui, ce qui est certain, c'est que la gouvernance de la donnée, c'est un des éléments clés qui doit être mis en œuvre ou juste renforcé. Et le conseil, ce serait en effet de démarrer dès maintenant et peut-être de prioriser sur les données qui soit en elles-mêmes sont très sensibles et ou celles qui alimentent des cas d'usage qui ont été identifiés comme à haut risque. Voilà, parce que le chantier peut être potentiellement titanesque en fonction du volume et de la diversité des données qui sont collectées. Donc, je pense que d'avoir une approche par les risques, c'est vraiment ce qui est recommandé pour prioriser, quoi. Ok. Eh ben merci beaucoup Gwendal. Je pense que ce qui était intéressant en fait dans ce brain up, c'est que d'un côté on a évidemment parlé des risques, parlé des contraintes, parlé de la législation, mais on a également vu à quel point en fait les IA peuvent avoir un impact fort et positif sur en fait le monde et sur le monde de la supply en particulier. On voit qu'il y a énormément de cas d'usage en fait qui vont permettre de faire énormément de choses, de décarboner, de réduire les coûts, de dérisquer la supply, de la rendre plus résiliente. C'est juste que voilà, il y a certaines parties de l'IA qui vont toucher à des droits fondamentaux et effectivement, il faut que ça soit fait de façon industrielle et dans le respect de certaines règles. Mais je trouve que ça valide quand même l'immense potentiel de ces technologies et l'immense potentiel en fait bénéfique de ces technologies. Et je pense que c'est aussi un appel, enfin, à ne pas céder un peu au pessimisme ambiant. On parle beaucoup euh, voilà, de syndrome du Terminator avec l'IA qui viendrait en fait prendre le pas sur l'humanité. Ce qu'on voit que c'est que on n'y est pas encore et on y est assez loin quand même si ça s'accélère. Et que deux, en fait, avant ça, il y a énormément de belles choses. Il y a énormément de belles choses en fait à déployer et à mettre en place pour nous aider, en fait, pour aider l'homme au quotidien. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de finir là notre brain up et vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.